Bonjour à tous, donc très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'économie circulaire forte. Donc moi je ne suis pas un spécialiste de l'industrie du verre, j'ai quand même préparé cette intervention en essayant de trouver des exemples par rapport à votre industrie. Mon sujet, moi, c'est l'économie circulaire forte de manière beaucoup plus systémique. Voilà. Donc je vais intervenir sur l'enjeu d'une économie circulaire forte avec quelques éléments de réflexion concernant l'industrie du verre. Alors, quelques premiers éléments. Nous sommes littéralement en train de changer de monde. Je pense que ça, c'est désormais un fait acquis pour beaucoup de monde, en fait. Donc, un monde VUCA. Le petit graphique à gauche, c'est le rapport du Forum international des risques, Forum économique mondial, qui chaque année publie une liste de risques systémiques et les classe suivant les risques à court terme et les risques à moyen long terme. Il y a 35 risques qui sont analysés chaque année et ces risques sont de nature environnementale, économique, politique, géopolitique et autres. Donc c'est une source d'inspiration évidemment qui est très très importante et qui pour moi devrait être un peu l'élément central de toute stratégie d'entreprise aujourd'hui, parce que aujourd'hui ces risques-là sont de nature à remettre en cause la survie de n'importe quelle organisation à travers la planète. Je prends 3 exemples. Les risques matières. Je prends une matière comme le cuivre. Actuellement, on extrait à peu près 27 millions de tonnes de cuivre. On estime que d'ici 2050, il faudrait en extraire 50 millions si on additionne toutes les promesses liées à la transition énergétique, à la transition numérique et à l'ensemble des usages du cuivre. Le problème, c'est que dans le monde, vous avez physiquement 250 mines de cuivre. Il faudrait en ouvrir 80 de plus et il faut 17 ans en moyenne pour en ouvrir une. Vous voyez, ça, c'est une impossibilité ressource. On ne pourra pas aller plus vite de toute manière. Et ce que je dis pour le cuivre peut se représenter pour de nombreuses ressources. Premier élément. Deuxième élément, on atteint aujourd'hui 6 limites planétaires sur 9. On parle aujourd'hui de décarbonation, qui est la limite sur le CO2. Il y a aussi des limites, évidemment, sur la biodiversité, l'acidification des océans, l'eau, le cycle du phosphore et de l'azote. Donc 6 limites planétaires sur 9 aujourd'hui sont en tension, l'artificialisation des sols évidemment. 6 limites sont aujourd'hui en tension sur 9. Deuxième élément. Et puis troisième élément, et je crois que l'actualité internationale nous le montre, on est en train de passer d'une économie à une géoéconomie. La géoéconomie, ça veut dire que les enjeux géopolitiques et économiques sont aujourd'hui tellement imbriqués qu'il devient de plus en plus difficile de les dissocier. Aujourd'hui, si vous travaillez par exemple avec la Chine, en fait, vous travaillez indirectement avec le gouvernement chinois, puisqu'aujourd'hui, l'économie en Chine est très fortement liée aux acteurs publics que sont le gouvernement et les acteurs des régions, par exemple, dans ce pays. Et c'est le cas dans énormément de pays à travers le monde. Ces éléments-là font que le monde dans lequel on est en train de changer radicalement. Et par rapport à ça, l'économie linéaire, extraire, produire, jeter, qu'on connaissait jusqu'à présent, est complètement inadaptée. On doit bâtir un modèle économique qui soit beaucoup plus résilient, qui soit beaucoup plus résistant et qui soit source d'antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept qui a été inventé par Nassim Nicholas Taleb et qui décrit la capacité qu'ont certaines organisations à se renforcer quand elles rencontrent des chocs. Elles font plus que résister, elles se renforcent. Alors évidemment, c'est en relatif. Pourquoi on se renforce par rapport aux chocs? Parce que celles qui sont capables de se renforcer survivent alors que les autres organisations ne survivent pas. Donc c'est aujourd'hui l'enjeu, c'est cette notion d'antifragilité. Et la conviction que beaucoup d'acteurs ont aujourd'hui, c'est que seule l'économie circulaire forte permet d'atteindre cette antifragilité. C'est aussi l'idée, moi je vous parle en tant qu'ancien responsable d'une unité de finance et de contrôle de gestion d'un site industriel, où pendant des années, j'ai été focalisé sur la notion de performance, de rentabilité et de performance. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de moins en moins la performance, mais évidemment qu'il en faut de la performance, mais il faut surtout de la robustesse. Comment est-ce qu'on résiste aux chocs qui ne cessent d'arriver? Je vais l'illustrer dans la suite de l'intervention. Alors, pas ce slide-là. Alors déjà, c'est quoi cette fameuse économie circulaire forte? C'est un concept sur lequel pas mal de chercheurs travaillent, notamment le professeur Franck Agéry. Et l'économie circulaire forte, c'est en fait l'idée que si elle n'est pas forte, c'est une économie circulaire faible, on ne hiérarchise pas les piliers de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un pilier, par exemple, on va prendre le recyclage, et on va dire, je fais de l'économie circulaire parce que j'ai déployé un pilier. L'économie circulaire forte, ce n'est pas du tout ça. C'est l'idée qu'on va miser avant tout sur l'enchaînement des piliers dans un sens logique. D'abord, on va essayer de tout faire
pour réduire, c'est-à-dire on va utiliser l'allongement de la durée d'usage, la consommation responsable, la fonctionnalité, vendre des services plutôt que des biens, dans le contexte de rarification des ressources et des matières premières et de l'énergie. On va tout faire pour réduire l'empreinte matière et décorréler au maximum l'empreinte matière des éléments économiques et financiers de l'entreprise. Une fois qu'on s'est posé la question de tout ce qu'on pouvait faire en termes de réduction, on va essayer de produire mieux. Et là, ça veut dire en gros se préoccuper des filières d'approvisionnement au niveau mondial. Donc c'est tous les enjeux liés à la supply chain, c'est tout ce qui est l'éco-conception, c'est tout ce qui est l'écologie industrielle et territoriale. Comment sur un territoire on met en symbiose pour faire en sorte que les déchets des uns soient les intrants des autres. Un cas très intéressant, c'est Kalundborg au Danemark. Donc c'est cette notion de produire mieux. Et puis enfin, on recycle. Et vous voyez dans l'ordre dans lequel j'ai enchaîné ces différents piliers. Et c'est donc cette approche systémique, cette boîte à outils systémique qui fait que quand on parle d'économie circulaire, c'est donc une approche de stratégie d'entreprise au global qui repose avant tout sur des indicateurs. Nos entreprises aujourd'hui, on compte de manière très très fine, ancien contrôleur de gestion qui vous parle, les euros on les compte de manière très très fine. On va aller 10 chiffres après la virgule pour calculer un EBITDA. Donc tout ce qui est de nature financière, c'est contrôlé de manière très très fine. Aujourd'hui, il faut compter de manière très fine les tonnes de matière, il faut tenir de manière très fine le compte de la consommation d'énergie, des impacts environnementaux, des impacts sociaux. Il faut élargir considérablement le champ des indicateurs que l'on visualise, justement pour être capable de mieux résister par rapport à l'ensemble des risques qui peuvent approcher une entreprise. Et pour ça, il faut aussi avoir des approches économiques en triple valeur. Donc nous, on travaille énormément sur des modèles économiques en triple valeur, où on va d'abord regarder la valeur sociale, se poser la question, qu'est-ce que mon entreprise apporte sur un plan social, quels bénéfices sociaux elle apporte, et est-ce que ces bénéfices sociaux valent le coup par rapport à l'empreinte environnementale que je génère ? C'est un petit peu comme ça qu'on peut se poser la question. Valeur sociale, valeur environnementale et bien évidemment valeur économique. Prendre en compte donc les enjeux de robustesse à moyen long terme et pas uniquement les enjeux de performance économique. Et puis j'aimerais parler de cette image du voilier. Aujourd'hui, on doit de plus en plus être préoccupé par le fait de se dire « je suis un voilier, j'avance, je ne peux pas prévoir toutes les tempêtes qui vont arriver. Par contre, si une tempête arrive, en combien de temps je suis capable de ralentir, en combien de temps je suis capable de replier les voiles, en combien de temps je suis capable de mettre le navire en sûreté. Et donc, si on peut appliquer le raisonnement à son entreprise. Et donc, il faut raisonner en mode « et si ». Si telle situation se produit, quelles sont mes options? Est-ce que je dispose de redondance? Quel est mon délai de remontée en puissance sur ce sujet? Par exemple, si j'ai acheté des F-35, en combien de temps je suis capable d'avoir une souveraineté en matière de défense? C'est le genre de choses qu'il faut se poser. Enfin, je cite cet exemple parce qu'il est à l'actualité, mais en gros, c'est vraiment des exemples qu'il faut se poser. Il faut raisonner avec une approche d'antifragilité en se disant « est-ce que je dispose de suffisamment d'options ?» C'est ça l'antifragilité et c'est ça que peut apporter une économie circulaire forte. Alors, quand je regarde votre industrie, l'industrie du verre, moi j'ai fait comme le kidam moyen, je suis allé lire Le Monde, Les Échos, j'ai discuté avec mes collègues du CEA sur le sujet. Et en gros, la fabrication industrielle du verre, c'est déjà une très belle industrie, très très importante pour l'économie française, et c'est un processus complexe de création de valeur. Là, je vous ai positionné ce qu'on appelle la value wheel. La value wheel, c'est dès qu'on va fabriquer un bien, on va s'intéresser à la manière dont on passe de la matière première, des matériaux, des composants et des systèmes à la conception d'un produit fini. C'est la première étape. Ensuite, on va s'intéresser, une fois que le système est complet, à sa capacité de maintenir sa valeur, c'est-à-dire de générer du revenu dans la durée. Et enfin, dans la phase de descente de la valeur, on va s'intéresser à est-ce qu'il est possible de réemployer, de prolonger la durée d'usage, de récupérer de la valeur par du recyclage. C'est ça la logique, en gros, de l'économie circulaire. Et chacune de ces étapes peut comporter des risques. Et dans l'industrie du verre, simplement en regardant dans les 5 dernières années, vous me direz si je me trompe, mais j'ai vu que vous aviez eu des tensions sur le coût de certaines matières premières, le sable, les silicieux, le bore, le carbonate de soude. J'ai vu que vous aviez été très impacté par la hausse des prix du gaz suite à la guerre en Ukraine, que vous aviez une dépendance à la vente de certains produits finis. Si par exemple les ventes de la viticulture s'effondrent, vous êtes aussi impacté. Vous étiez aussi sujet au caractère cyclique de la demande, à l'inflation, et que sur la partie plus aval, vous aviez une certaine difficulté à récupérer certains types de verre.
et que vous pouviez également avoir présence de certains contaminants. Donc tous ces éléments-là, ce sont des risques auxquels vous êtes exposés, et ces risques-là sont plus forts si vous maintenez uniquement une logique d'économie linéaire. Et donc comment est-ce que l'économie circulaire peut arriver à réduire ces risques? Et bien là, vous avez un graphique qui paraît peut-être un peu fouillis, un peu complexe, mais c'est simplement une première réflexion en se disant, sur votre industrie, comment je pourrais enchaîner l'ensemble des piliers de manière à créer une synergie entre ces différents piliers et aller vraiment vers une démarche systémique et puis intégrale. Par exemple, si je fais de l'éco-conception, qui est le cœur du sujet, ben, je dois modifier la formulation du verre pour diversifier les précurseurs utilisés. C'est-à-dire quelles sont les compétences en capacité de modifier la formulation. Mais cette éco-conception va pas suffire parce que peut-être qu'il faut que j'utilise du calcin plutôt que du sable vierge, donc il faut que je me préoccupe de ma supply chain. Et puis également, mon éco-conception, est-ce que je ne peux pas la faire pour alimenter une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire faire des bouteilles en verre plus solides pour avoir un service de mise à disposition. Et je peux multiplier les exemples. L'économie circulaire, ce n'est pas un seul pilier, c'est un enchaînement cohérent de piliers avec une stratégie qui vise à minimiser l'ensemble des impacts. C'est le message vraiment fort que je voulais passer dans cette intervention. Alors pour terminer, parce que je pense que je dépasse mon temps, donc moi je travaille au sein du CEA, dont certains représentants sont présents dans la salle, au sein de l'ISEC, qui est un institut des sciences et technologies pour une économie circulaire des énergies bas carbone. Je viens du site de Marcoule. Sur le site de Marcoule, on a travaillé depuis 70 ans sur le cycle du combustible nucléaire dans une logique d'économie circulaire. Aujourd'hui, l'industrie nucléaire en France est largement dans une logique et cherche de plus en plus à la renforcer dans une logique d'économie circulaire. On a pensé le cycle du combustible vraiment avec cette approche-là. Donc dans cet institut, on a 7 plateformes d'expertise qui couvrent l'ensemble des piliers de l'économie circulaire. Et puis on a 19 compétences scientifiques de base qui sont liées à l'hydrométallurgie, la pyrochimie, le verre, pour les verres liés aux déchets, la vitrification des déchets nucléaires, les géopolymères, les ciments. Donc on a une palette d'activités qui couvre l'ensemble des thématiques de l'économie circulaire. Et donc on applique ça à la transition énergétique, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici puis que mes collègues sont ici. L'État nous a demandé en 2020 de faire bénéficier l'ensemble de l'industrie de ces compétences-là. Et notre sujet, c'est d'aider l'industrie française à garder son antifragilité, à se solidifier et à se développer aussi par rapport à des risques de désindustrialisation. Donc c'est vraiment la raison d'être de notre institut. Et puis pour terminer, on essaye vraiment, nous, de pousser de nombreuses initiatives en matière d'économie circulaire. On va parler de ce sujet pendant 2 jours et demi à Montpellier sur un forum des énergies de transition. On a lancé une coalition industrie circulaire entre le CEA, ISEC et Circulaire. Vous voyez les noms, on a Safran, Thales, Solvay, Equans, Forvia, Legrand, Alstom, Redcell et SEB. Donc 10 grands groupes qui sont de secteurs industriels différents, parce que l'économie circulaire, c'est aussi une affaire de coopération intersectorielle. Et puis on développe énormément de recherches transdisciplinaires sur l'économie circulaire. C'est un problème d'économie, c'est un problème de géopolitique, c'est un problème de chimie, c'est un problème de physique. Il faut que les disciplines se fertilisent, se croisent pour traiter la dimension de manière 360 degrés. Voilà, on développe également des formations et on est cofondateur d'une association interdisciplinaire pour la recherche française en économie circulaire. Donc voilà un petit peu cette approche un petit peu globale que je voulais vous partager pour contribuer à la réflexion de votre journée. Merci. Je me tourne vers la salle. On a le temps de prendre une question dans la salle. Y en a-t-il? Sinon, c'est comme d'habitude, c'est moi qui m'y colle. En quoi est-ce que l'économie circulaire est un enjeu de souveraineté pour vous aujourd'hui? Parce que, pour moi, ce fameux enchaînement de l'ensemble des piliers de l'économie circulaire, ça nous permet de réduire la consommation d'énergie, la consommation de matières premières et les déchets, les impacts environnementaux. Donc forcément, ça permet aussi d'avoir des résultats économiques qui sont meilleurs et donc de se rendre moins dépendant. Aujourd'hui, par exemple, un chiffre sur les métaux, l'Europe produit 3% des métaux, on utilise à peu près 20%. Donc on voit bien qu'on ne peut pas être, nous, dans une logique où on ne cherche pas à optimiser l'ensemble de ce qu'on fait. On doit être dans une logique où on déploie tous les moyens
pour produire des choses en minimisant l'ensemble des impacts associés. Et pour ça, l'économie circulaire forte est une boîte à outils systémique. C'est exactement sur ça qu'on réfléchit dans la coalition industrie circulaire. Donc ça prouve que c'est une approche maintenant qui est vraiment à l'échelle industrielle. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Merci.